C'est dommage que la Guinée, parmi 24 nations en Afrique, ne puisse pas aller à la CAN. On a fini parmi les 7 meilleures équipes africaines. Et aujourd'hui, on n'est pas parmi les 24. Quelqu'un est venu tout démolir pour son ego. Au début du CNRD, quand Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir, on en a vu beaucoup, par exemple, qui passaient dans les Grandes Gueules à l'époque, qui était la plus grosse émission du pays. Ils passaient le matin, on envoyait quelques jours après, ils avaient un décret présidentiel. Kaba, à la sortie de cette CAN-là, tout le monde était satisfait de son travail. Franchement, l'équipe de Guinée a été éliminée. Et ça, le public ne le sait pas parce qu'on a été victime d'empoisonnement avant le match contre la RDC. 14 joueurs sont tombés malades. Je vous fais une confidence. Seourou est arrivé à notre retour de la CAN. Il a porté un maillot Massita, le short ne montait pas. C'était comme un caleçon. Il a expliqué aux membres du staff que lui vient parce qu'il aime son pays, mais qu'il y a des détails qui sont importants pour attirer d'autres personnes. Parce que le problème, par exemple, avec la fermeture des médias, c'est que ça a donné le pouvoir à d'autres personnes de parler et qui informent d'une manière où eux, il n'y a pas de régulation. On ne peut pas les bloquer, en fait. Le football guinéen est malade et ceux qui devraient le soigner l'ont souvent rendu encore plus malade. Dans cet épisode d'une histoire inspirante, on reçoit un homme qui a été au cœur du système. Sega Diallo, ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football, nous dévoile les coulisses d'un monde où les passions sont fortes, mais où les intérêts personnels étouffent parfois l'avenir du sport. Son parcours, ses luttes, ses révélations, on parle vrai, sans filtre. Parce que comprendre les failles, c'est le premier pas pour construire un avenir meilleur. Préparez-vous à entendre ce que peu osent dire dans votre podcast Une histoire inspirante, le podcast où on vous raconte l'histoire de personnalités inspirantes. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Bonjour Sega, comment est-ce que tu vas? Bonjour. Bienvenue. Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue dans ce podcast Une histoire inspirante. Ici, c'est un podcast où on invite des gens comme toi qui ont un parcours assez inspirant. Du coup, toi, tu étais vice-président du CONOR. Le CONOR, en fait, c'est le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. En gros, c'est ce qui a fait office de fédération, c'est ça? Pendant 2 ans, oui, la FIFA a mis en place cette structure pour gérer le football guinéen en attendant la mise en place d'une fédération comme c'est le cas actuellement. Comment on en est arrivé à avoir un CONOR? C'était tellement le bordel en Guinée qu'il fallait en passer par là? En fait, le CONOR arrive quand il y a des dysfonctionnements et que ces dysfonctionnements perturbent le fonctionnement de la fédération. Une fédération fonctionne sur ces textes. On s'assoit, c'est beaucoup d'associations qui se réunissent, qui se disent « Ok, on va fonctionner de cette manière-là ». Une fois qu'on ne respecte plus ces textes-là, et que la FIFA est saisie par un des membres pour non-respect de ces textes, la FIFA interpelle. Et si des corrections ne sont pas apportées, elle est obligée d'agir pour défendre les intérêts des membres de l'association qui ne sont pas dans leurs droits. Donc c'est pour cela que cela arrive. Et malheureusement, nous, on en a eu 3. Parce que notre structure est un peu conflictuelle et on a du mal à respecter les textes qu'on met en place nous-mêmes. Mais c'est aussi un enseignement sur ce que c'est les mouvements et les forces en présence dans le football. Et je pense que c'est quelque chose duquel on doit apprendre parce que voilà, c'est pas toujours beau d'avoir un CONOR. Mais quelquefois, c'est nécessaire pour corriger des imperfections. Mais c'est quoi les grosses difficultés? En fait, il y avait des guerres en interne, c'est ça? Non. En fait, il y avait une disposition statutaire que l'ancienne fédération ne voulait pas respecter. À partir du moment où vous avez été condamné pour un délit lié à l'éthique, vous ne pouvez pas être candidat à la Fédération guinéenne de football. Donc l'ancien président avait été condamné puisqu'il avait plaidé coupable et il avait fait un arrangement avec l'éthique de la FIFA. Automatiquement, sa candidature pour la Fédération guinéenne de football n'était plus valable pour la suite. Pas sur le mandat qui courait, mais pour le prochain, il ne pouvait pas se présenter parce qu'il était condamné. Et donc, vu qu'il avait ses équipes en place, ses équipes ont essayé de faire le forcing.
des membres statutaires ont interjecté appel au niveau de la FIFA qui a bloqué le processus et qui finalement, au bout de 9 mois, a mis en place un comité de normalisation. Parce que la FIFA, à la base, ne souhaite pas en arriver là. Elle essaye de pousser la fédération à trouver une solution. Mais si elle voit qu'il n'y a pas de solution, en accord avec le gouvernement du pays, ils mettent en place une structure qui puisse régler ce problème-là et passer le cap, donner la main à une autre équipe. Ok. Et du coup, pour revenir sur ton parcours, nous, on aime bien voir la finalité de ce que tu as pu faire, même si tu es encore loin d'avoir atteint, je pense, là où tu veux vraiment aller. Mais le but, c'est qu'on comprenne de là où tu es parti pour que les gens comprennent que tu n'as pas réussi du jour au lendemain, quoi. Donc, la première question que je demande, moi, c'est dans quel environnement familial tu as grandi? Je viens d'une modeste famille, une grande famille. Nous sommes 9 enfants, dont je suis le 9e, le tout dernier. J'ai perdu 2 grands frères dans cette tribu. Et donc, on est 7. Je suis le 7e et le dernier. J'ai eu une famille aimante, une maman qui n'a pas été à l'école, un papa qui était dans les mines, à la recherche de l'or et du diamant. J'ai grandi entre Dinguiraye, Guékédou et Conakry. Dinguiraye où je suis né jusqu'à 3-4 ans. Ensuite Guékédou où j'ai passé mon adolescence et le collège. Et puis Conakry pour le collège et le lycée. Et avant de partir à l'étranger. Mais c'est un parcours assez atypique parce que voilà, on vivait modestement. Mais, donc toi, t'es arrivé très tard à Conakry? Oui, très tard, parce que justement, moi j'étais le tout petit et j'étais avec ma maman à Guékédou, où mon père vivait. Et donc j'ai quitté Guékédou une fois que j'étais en 9e année pour venir terminer le collège ici, passer le brevet. Et puis continuer le reste du cursus ici. Et c'était pas compliqué de changer à chaque fois de ville pendant l'enfance parce qu'en Guinée, toutes les villes sont très différentes. Donc à chaque fois, ça te demande un temps de réadaptation. Ma chance a été que, étant le dernier, j'étais beaucoup avec ma maman. Le départ de Dinguiraye pour Guékédou, j'étais avec elle, donc je n'étais pas impacté. Arrivé à Conakry, ça l'a été un peu. Mais ma grande sœur sur laquelle je suis descendu m'a aidé parce que voilà, elle était bien installée, j'étais dans les meilleures conditions. On me déposait à l'école et puis voilà, je me suis adapté parce que j'avais un certain niveau à l'école et donc par mes performances en classe. Et j'étais un garçon turbulent aussi parce que voilà. Ton père, il était orpailleur, c'est ça? Orpailleur, voilà. Et il gérait beaucoup de choses. En fait, il avait ses mines à lui, mais lui, il avait un comptoir d'achat. Okay. Voilà. Donc, quand les gens travaillaient toute la journée, le soir, ils venaient peser et lui, il achetait. Lui, il convoyait ça vers des grossistes dans la région là-bas, entre Massanta et Bela. En général, ça partait où, au Mali après? Au Conakry régulièrement, mais Bamako, ailleurs, voilà, ça dépend des demandes spécifiques qui arrivaient. Okay. Et donc, il a fonctionné comme ça jusqu'à un certain âge et la famille a demandé qu'il arrête. C'était très physique. Voilà. C'est de l'orpaillage traditionnel qu'il faisait? Non, lui, il n'était pas orpailleur, mais il avait des mines. Donc, ces mines-là étaient tenues par des techniciens. À un moment donné, il s'est concentré juste sur les transactions, acheter et revendre. Mais à un certain âge, les déplacements, c'était devenu risqué. Et donc, la famille a demandé qu'il arrête. Il est revenu s'installer à Guékédou auprès de la famille. Et nous, on a continué avec lui là-bas. Et puis, Conakry, sur les derniers moments, avant de retourner à Dinguiraye, parce que, comme vous le savez, quand on atteint un certain âge, on veut, la famille souhaite que l'on se retire au village ou dans notre localité pour ces derniers jours et c'est ce qui fut fait. Du coup, en ayant grandi dans ça, toi, tu connais bien un peu la gestion des mines en Guinée, comment ça se passe? Pas forcément parce que j'étais très jeune. J'ai des frères qui s'y connaissent un peu mieux.
Mais moi, de ce que je voyais, ce qui arrivait, si c'était le diamant, on mettait dans un petit truc, il y a un système de pesée. Bon, j'ai ces vagues souvenirs-là, mais pas plus que ça. Et puis, toi, à l'enfance, tu voyais déjà des diamants, ça veut dire? Des bribes. C'était pas vraiment... Quand c'est gros, quand les gens viennent, on ferme les portes, quoi. Donc, parce que c'est très dangereux, on peut se faire attaquer. Mais quand c'est des petits trucs que les femmes recueillent, voilà, ça j'en ai vu. Ouais. Parce que j'ai entendu ça, parce que le métier que ton père il faisait, c'est un métier à haut risque aussi. Il y a beaucoup d'histoires de bandits, d'attaques. C'est pour cela justement que la famille a insisté pour qu'il en sorte et que, voilà, puisque mes sœurs et mes frères avaient commencé à travailler et qu'on vive d'autres choses, parce que l'argent c'est bon, mais la santé c'est mieux, la sécurité c'est mieux. Voilà. Ok. Et toi, tu étais quel type d'élève à l'école? Très turbulent, ça je ne le cache pas jusqu'à maintenant. Quand je vois mes anciens collègues, ils me le rappellent. J'étais très intelligent par contre, même si je ne suis pas concentré sur un cours, il suffit que je le relise 1-2 fois. Je ne revisais pas particulièrement, mais j'étais très doué. Donc j'étais distrait parce que je me lassais assez rapidement. Je comprenais dès que l'explication commençait. Pendant les vacances, moi j'avais la chance, vu que je venais un peu faire des cours de vacances, je purgeais le programme. Okay. Donc, dans toutes les villes où tu étais, tu étais déjà à l'école là-bas, à Djinguiraï, etc. À Djinguiraï, non. À Mburo, vers Simiribaro, j'ai commencé. Ensuite, Gekedou. C'est Gekedou que j'ai commencé, parce que Bourros, je partais, parfois je ne le faisais pas. Okay. Mais à Gekedou, voilà, j'ai vraiment commencé mes études. J'ai été inscrit, mon père est allé 2 fois, parce qu'il venait de s'installer 2-3 fois. La semaine précédant l'ouverture pour m'inscrire, il n'y avait pas de place. Okay. Et donc il est revenu me dire il faudra que j'attende l'année prochaine. Okay. J'ai pas accepté, mais j'ai pas réagi. Le jour de l'ouverture, je me suis habillé, j'ai pris mon sac, je suis allé à l'école. Les gens se sont mis sur la file, on est rentré, on s'est installé. Ils ont fait l'appel 1 jour, il n'y avait pas mon nom. 2 jours, 3 jours. Après la première semaine, la dame m'a inscrite comme élève et donc voilà comment je suis allé à l'école. Le papa voulait, mais il voulait se conformer au règlement puisqu'il n'y avait pas de place selon l'école. Mais moi, en étant jeune et insouciant, tous les matins, je suis parti jusqu'à ce qu'on m'inscrive. Et c'est le parcours que j'ai eu, voilà, puisque mon père n'a pas été à l'école, les frères n'étaient pas proches de nous autres là-bas. J'ai dû me former par la radio, par les journaux qu'on m'envoyait, par d'autres choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez autonome et pendant tout mon parcours. Et tu sais pourquoi tu voulais absolument aller à l'école? Sincèrement, parce que je ne voulais pas rester à la maison. J'ai passé trop de temps avec maman. À un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je sorte de la maison, que je fasse ce que les jeunes de mon âge font. J'étais très curieux. Mon père écoutait beaucoup de la radio, donc ça m'a beaucoup formé aussi, parce que je traînais beaucoup avec lui. Et je pense que l'école était la suite logique. Et le fait d'être scolarisé tard, ça t'a pas mis en retard? Non, je pense que j'ai peut-être eu 2-3 ans de retard. Mais ça a aussi renforcé mon intelligence. J'étais déjà affûté quand je suis arrivé, ce qui a fait que je n'ai jamais quitté les premiers... à part la première année où c'était un peu difficile de reprendre le truc, mais après je me suis positionné et voilà. J'ai jamais été premier, mais j'ai jamais été très loin. Dans les 5-10 premiers, ça m'allait parfaitement. Voilà. Et t'es arrivé à quel âge à Conakry du coup? À Conakry, je pense que je suis arrivé à 16-17 ans. En famille? En famille, chez ma grande sœur, à Simbaya. On m'a inscrit au collège Imbaya, l'un des plus gros établissements de Conakry. Il y avait un principal qui s'appelait M. Bongoura. Et dès après le collège, tu viens au lycée où il y avait Kotobari. Pour beaucoup de gens qui ont étudié à Conakry et à Imbaya, ils le connaissent.
Il avait une discipline de fer dans une des écoles les plus difficiles de la capitale. Il y a un monsieur qui m'a beaucoup marqué, même si on a eu beaucoup de conflits, hein, lui et moi. Il m'a renvoyé à plusieurs reprises parce qu'il y avait des interactions un peu vigoureuses avec les professeurs. Et dès qu'il y avait une plainte, il me mettait à la porte. Mais il y avait quand même ce dialogue entre nous. Quand il y avait un problème, je venais expliquer pourquoi j'ai réagi ainsi. Et il me disait non, ici, c'est pas la démocratie, c'est l'enseignement. Quand le maître dit quelque chose, tu le fais. Tu le fais et ça s'arrête là. Donc voilà. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur parce que grâce à lui, beaucoup de jeunes de cette zone qui était un peu difficile à cette époque-là, il n'y avait pas toutes ces infrastructures-là, ont pu avoir une formation d'un certain niveau. Ok. Et par rapport à la scolarité que tu as eue dans les villes de l'intérieur du pays et quand tu arrives à Conakry, il n'y avait pas un trop gros décalage en termes de niveau? Franchement, pas vraiment, parce qu'à l'intérieur, les gens ne se rendent pas compte, les gens travaillent mieux. Il y a très peu de distance pour aller à l'école, les distances sont tenues. Il y a très peu de monde dans les classes comme à Conakry. Le choc, c'est déjà ça, le nombre de personnes en classe. Et après, quand tu as envie, quand tu viens d'une famille modeste, tu ne te poses pas trop de questions, tu as envie de réussir et tu fais en sorte de réussir parce que tu n'as pas trop le choix. À l'école, il y en a qui arrivaient en voiture et après les cours, c'est des véhicules qui venaient chercher. Il y avait une centaine ou 200 enfants qu'on venait chercher, mais d'autres savent qu'ils n'ont pas ces possibilités-là. Donc tout ça, ça te motive à travailler. C'est pas de la jalousie ou quoi, mais on veut avoir... De la bonne jalousie. Voilà, c'est de la bonne jalousie et ça permet de se construire et de se motiver au quotidien, même si la vie n'a pas toujours été facile. Ok. Et donc, étant donné que tu as beaucoup voyagé, toi, tu as un certain recul quand même dessus. Honnêtement, tu en penses quoi de la scolarité en Guinée? Elle est chaotique. Elle est chaotique parce que... pour étudier ici, il faut avoir du cardio, il faut vraiment être motivé. Autant je salue les progrès entre le moment où je partais à l'école et aujourd'hui. Les infrastructures se sont multipliées, la qualité de l'enseignement, les approches sont en train d'évoluer. Mais ça reste encore assez loin de ce qui peut être les standards de là où tu as étudié, par exemple. Parce que... Même en termes de place, non, dans les salles de classe. Bah voilà, dans une salle de classe, moi, les 120 personnes au collège ou au lycée Imbaya, c'était la norme, quoi. C'est les écoles privées même qui sauvent le pays actuellement. Voilà, il y en a beaucoup. Mais je pense que le standard de l'enseignement doit être le même. C'est-à-dire que on ne dit pas qu'on va être à 10 pour tout le monde, mais l'école publique ne doit pas être à 3 et les privés à 10. C'est ça qui me gêne un peu. Okay. Et je pense que les autorités le comprennent parce qu'il y a beaucoup d'investissements au niveau de l'enseignement. Mais il faut faire beaucoup plus de travail au niveau des refontes des programmes. Parce que ça ne sert à rien de former quelqu'un 10 ans, 12 ans pour qu'il sorte sans rien avoir, sans rien pouvoir faire de sa vie. Je pense qu'il faut réadapter, nous apprendre les langues, les calculs, un moment bref, et ensuite aller sur des métiers, aller sur les formations, voilà, où il y a la demande. Aujourd'hui, notre pays est en train de se développer. Il y a des défis, il y a beaucoup de projets assez importants, il y a les mines. On n'arrive pas à fournir la main-d'œuvre qu'il faut. Je pense qu'avec les nouveaux programmes qu'il y a, il faut que cette réflexion soit là. Il faut que Parce que toi, par exemple, tu as fait quoi? Sciences sociales? Sciences sociales. Et donc, ça réduit. On te fait sociologie, anglais. C'est des métiers qui ne servent pas à grand-chose en Guinée. Ou journalisme. Heureusement qu'il y a d'autres métiers avec l'école de Doubrika, des arts, qui ont commencé à sortir. Mais quand tu fais philosophie, frère, philosophie, tu as des trucs à faire, mais... Franchement, pas grand-chose. Voilà, c'est pas grand-chose. Alors qu'on est des jeunes, il y a des relations communautaires à faire. On a ici, bon, on en a besoin peut-être, mais c'est pas dans notre culture. Aujourd'hui, nos besoins ne sont pas à ce niveau-là. Il y a la dépression, il y a des gens qui ont besoin d'être soutenus, mais nos entourages, nos structures familiales font que ce rôle-là est un peu joué par les familles. On a besoin de plus d'ingénieurs. Voilà, d'ingénieurs, de
tous les corps de métier. Les gens du Même BTP. les plombiers, aujourd'hui, on a des chantiers partout dans le pays. Des maçons. Mais des maçons, une belle finition, c'est la croix et la bannière. C'est chaud. Parce que les gens ne sont pas bien formés. Et je pense que depuis quelques années, il y a beaucoup de structures qui ont quand même un certain niveau qui émergent. Et il en faudra beaucoup plus dans ce secteur-là pour que nos jeunes puissent se dire, OK, avec l'agriculture, avec les métiers, on peut exister, on peut vivre notre meilleure vie, on peut acheter des véhicules qu'on veut, on peut voyager, avoir des vacances. Voilà. Mais si tout le monde veut aller dans des bureaux, voilà, être directeur, ministre, c'est bien beau. Mais au quotidien, il faut qu'on fonctionne. Et pour fonctionner, il faut avoir quelque chose à faire, être passionné par la chose. Donc c'est un double défi pour les jeunes pour comprendre où est leur intérêt, c'est de travailler, prendre soin de leur famille, s'épanouir. Et aussi pour l'État de savoir ses besoins et comment driver sa jeunesse sur la suite de l'histoire de notre pays, quoi. C'est vrai. Et pourquoi tu as décidé d'aller absolument en France ? C'est pas forcément une volonté, mais j'avais un grand frère déjà en France. Et c'était pour moi la suite logique. Et bizarrement, quand je suis arrivé en France, je n'ai pas duré le temps de comprendre comment ça fonctionne. Et vu que j'étais sur les premiers mois, je n'étais pas en règle, il a fallu que je trouve d'autres solutions pour aller me former. Ce que j'ai pu faire en Belgique, à l'Institut de journalisme de Bruxelles, une des meilleures écoles de journalisme en Belgique. Et puis voilà, de fil en aiguille, puisque j'étais très proche de ma maman, elle est tombée malade. Et puisque c'est la personne la plus importante de ma vie, j'ai décidé de rentrer. Je n'ai même pas exercé en Europe. Je suis rentré immédiatement pour être auprès d'elle, m'organiser avec mes frères et sœurs pour lui apporter le soutien nécessaire. Donc voilà. Et tu avais déjà commencé le journalisme avant d'aller en France ? Oui, j'ai commencé mon parcours au journal Le Spécial de l'ancien ministre d'État Thibou Camara, parce qu'on est lié un peu par Dinguira et nos familles. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré à son retour. Et donc, puisqu'il m'appréciait bien, que je discutais avec lui, je l'ai demandé, quand j'étais encore au lycée, de venir exercer. Donc l'année de pause que j'ai pris après le lycée, c'était avec lui. Ensuite, quand son média a fermé, parce qu'il a eu des problèmes, je suis allé à la Nouvelle Tribune. C'était quel type de média par lequel tu as commencé ? Vous faisiez quoi ? Presse écrite. Ok. Ensuite, c'était quoi les sujets ? Moi, je m'occupais de sport et culture. Et à cette époque-là, j'avais déjà commencé à voyager avec l'équipe nationale par des relations. Mais c'est quand je suis arrivé au groupe Le Lynx, la Lance, que j'ai vraiment commencé à m'épanouir parce que j'avais un peu plus de maturité et l'encadrement. C'est comme une école, quoi. Le Lynx, c'est très critique, c'est très caustique, mais ça forme. Le Lynx, c'était à ton retour de France, c'est ça ? Non. Avant d'y aller ? Avant d'y aller. Avant d'y aller, bien sûr. Donc, à cette époque-là, j'écrivais 2 pages dactylographiées, ça finissait en 2 paragraphes après les corrections. Donc le bic rouge, il remplissait les 2 pages. Mais c'est ce qui forge, c'est ce qui te permet après, quand tu arrives en Europe, de pouvoir passer des examens qui sont un peu difficiles et de pouvoir les réussir. Ok, quand tu es revenu du coup de France, tu as continué dans le journalisme après automatiquement ? Quand je suis revenu, j'ai lancé des projets. J'ai initié un projet qui s'appelle le Foot Mag. C'est un journal papier qui donnait des informations sur le football. C'est de cela qu'a dérivé pour créer Football Factory, radio et TV, l'émission que j'ai gérée pendant 5-6 ans et qui a été celle qui m'a fait connaître comme une des voix du journalisme sportif africain. Mais avant ça, quand je suis rentré, j'ai créé Newscom, ma société de communication et de marketing. J'ai travaillé à Guico Press en tant que conseiller en communication du PDG Kerfala Camara. On a passé d'excellentes années ensemble. Et après, je suis parti de là. J'ai été collaborateur de Africa Practice, une filiale qui s'occupait de la communication de Rio Tinto.
C'est à partir de cette année-là que j'ai basculé sur le foot parce que Africa Practice gérait le football pour Rio Tinto et donc j'ai été contractuel chez eux. Et après, l'émission est venue, voilà. J'avais 2 tableaux en même temps parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est pas facile de fonctionner que sur le média. Ça demande beaucoup de moyens et beaucoup d'énergie. Donc, on a besoin d'une activité à côté pour pouvoir stabiliser nos vies. Et donc, voilà. Et c'est comment le monde du journalisme en Guinée? Toi, tu le vois comment? Je pense que c'est un monde un peu précaire. C'est un monde où il y a beaucoup de passionnés, beaucoup de gens qui tiennent à leur métier. Mais c'est aussi un monde qui attire beaucoup de gens qui n'ont pas les compétences et qui n'ont pas malheureusement eu l'encadrement nécessaire pour fonctionner. Globalement, quand on est journaliste en Guinée, on vivote. On vivote parce que les médias n'ont pas de modèle économique assez solide. Les journalistes ne sont pas très bien rémunérés et quand c'est le cas, c'est pas régulier. Donc ça crée quelques soucis. Et ces soucis-là font que parfois certains, n'arrivant pas à joindre les 2 bouts, dérivent, font des choses qui ne sont pas acceptables. Mais encore une fois, ce n'est pas une pratique qui est pour l'ensemble des acteurs, mais c'est un défi qui doit interpeller le gouvernement, les acteurs de la filière, pour essayer de trouver un modèle économique, pour penser à une structuration qui puisse permettre de fonctionner. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les médias sont importants dans un pays. L'information permet de catalyser le développement d'un pays. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, on peut traiter une information, mais la base du journalisme, c'est être transparent. C'est-à-dire que l'information ne doit pas être manipulée. Moi, je peux avoir mon avis, je donne l'information. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je donne mon avis dans une opinion sur ce qui s'est passé. Ça, c'est personnel. Une opinion, c'est une opinion. L'information, c'est de l'information. Donc, après, il y a des courants. Il y a des courants qui doivent exister dans un pays. Il y a des gens qui vont plutôt voir le verre à moitié plein. Et il y en a qui vont voir que, oui, malgré tout le tintamarre qui est fait, le verre, il est à moitié vide. Mais l'objectif doit concourir à régler des problèmes, pas à en créer. Mais c'est des stars. Et c'est des stars aussi, les journalistes en Guinée. Oui, pour certains. Pour certains, il y a des journalistes qui sont très connus, qui peuvent ouvrir n'importe quelle porte, qui ont des possibilités de faire avancer les choses. Mais 70-80% des journalistes sont loin de cette situation. Parce que j'en parlais même dans une vidéo, je disais qu'en gros, quand tu es entrepreneur ou quand tu veux évoluer dans le monde, une des choses importantes, c'est le réseau que tu arrives à créer. Et les journalistes arrivent facilement à se créer de gros réseaux. C'est pour ça que tu en as beaucoup même qui finissent, on en a vu qui ont fini à la présidence, qui ont fini ministre. À la base, c'était des journalistes. Oui, parce que quand tu travailles avec quelqu'un, il a, au quotidien, il t'apprécie, il t'évalue et c'est pas maintenant que ça démarre. Il y a des journalistes de renom qui ont commencé journalistes et qui ont été dans les plus hautes sphères de l'État. Thibou Camara est un exemple, mais aussi le président de la HAC. Fana Souma était présentateur de journal quand le CNRD arrivait. Voilà, il y a des exemples comme ça. Issa Toubela Diallo. C'est des faiseurs de roi aussi, les journalistes. C'est un terme qui, moi, me dérange. C'est vrai qu'on a cette possibilité de mettre les gens en lumière, mais je pense que quand on fait juste ce que l'on doit faire et ne pas en faire de trop, c'est mieux. Faire un roi, c'est un problème. C'est un terme qui me pose problème parce que... peut-être j'ai mal expliqué. Non. On fabrique des gens. Non, pas de cette manière-là, justement. Voilà. En fait, par exemple, au début du CNRD, quand Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir, il y avait des personnalités qui avaient des capacités, qui avaient un talent, mais qui n'étaient pas connus. Et on en a vu beaucoup, par exemple, qui passaient dans les Grandes Gueules à l'époque, qui était la plus grosse émission du pays. Ils passaient le matin, on envoyait quelques jours après, ils avaient un décret présidentiel.
C'est justement ça le problème. Okay. L'évaluation des capacités d'une personne ne doit pas se faire à la suite d'une émission. Pourquoi ? Parce que la gestion d'un État, c'est quelque chose d'assez complexe. Théoriquement, je vous donne des explications là, vous pouvez être bien convaincu. Quand vous êtes arrivé pour mettre en place votre structure, entre ce que vous aviez en idée et ce que vous avez trouvé sur le terrain, il y a un monde d'écart. Donc le journaliste, quand il met en avant quelqu'un, quand il lui donne la possibilité de s'exprimer, doit apporter cette contradiction pour faire comprendre aux auditeurs et aux personnes qui sont en train d'écouter la personne que c'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a des défis. Les défis sont nombreux pour notre pays. Les gens qu'on présente comme des spécialistes, en général, c'est des gens qui ont une connaissance théorique de la situation de notre pays. Ceux qui connaissent la situation réelle, ceux qui vivent au quotidien, qui gèrent les problèmes de notre pays, savent que c'est plus complexe que ce qu'on peut en dire dans un média. Moi, mon exemple me conseille tous les jours. Quand j'étais journaliste sportif, j'étais péremptoire, j'étais dans des exaltations. Pourquoi ça, c'est pas fait pour... Mais j'ai géré le Conor 2 ans. Aujourd'hui, même avec tout l'or du monde, je ne retournerai pas à la Fédé parce que toutes les minutes de ta vie sont consacrées à ça. Et c'est pas que je n'aime pas me donner à mon pays, c'est mon objectif, mais c'est tellement prenant pour une association d'une petite importance comme celle-là que je me dis que à mon jeune âge, le pays a besoin de moi ailleurs pour pouvoir impacter un peu plus. Parce que quel que soit l'impact qu'on a dans une association, c'est pas le même impact qu'on a quand on sert l'État à n'importe quel niveau. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que je dis fabriquer des rois, des images de quelqu'un de compétent, c'est un peu problématique. Après, quand on est compétent, c'est pas à la radio qu'on le montre. C'est sur les défis. Tu es arrivé, tu as mis en place ton émission. Aujourd'hui, elle s'impose. Tu n'as pas eu besoin d'une émission de radio pour expliquer ce que tu vas faire. Ouais. Tu l'as mis. Et c'est cette pratique-là qui doit être... les journalistes doivent montrer beaucoup plus des gens qui ont un parcours, qui ont fait des choses et qui ont réussi. Les environnements ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui réussit en France, il a travaillé durement, mais les standards ne sont pas les mêmes, les facilités ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui réussit en Guinée, c'est totalement différent. C'est complètement différent. Donc quand les gens viennent et qu'on leur donne la possibilité, il faut qu'on leur apporte de la contradiction. Très souvent, moi, c'est cette difficulté que j'ai avec mes confrères, parce que on n'apporte pas suffisamment de contradictions. Il faut qu'il y ait plus. Quand on fait une émission, il faut que l'on sente que oui, écoute, les journalistes ont travaillé leur dossier. J'arrive pas en terrain conquis, je ne viens pas faire un cours magistral. Après, il y en a qui sont talentueux. J'ai un très proche de moi, un ami très proche de moi, qui est Khalifa Gassama Djabi. Quand il est venu, par l'écriture, par les médias, il a montré qu'il avait une compétence, mais au-delà de ses compétences, c'est son intégrité et son sens du devoir qui font qu'il est dans la tête de tous les Guinéens. Tu sais que c'est mon oncle ? Non. Le monde est petit. Hein. Ça, voilà. Donc, je parle de lui, j'aurais pu parler de lui en mal, mais c'est ton oncle. Mais j'ai cette capacité ou cette déformation, parce que j'ai été formé à l'école du Lynx, de voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Je pense que les médias ont une responsabilité assez importante. Aujourd'hui, les défis sont nombreux, les choses vont se normaliser obligatoirement parce qu'on est dans un état d'exception, mais fatalement, il faut que ça se normalise et que les choses reviennent comme elles étaient avant. Mais cela passe aussi par la responsabilité des médias, et ces médias-là ont un devoir d'aider notre pays, nos populations à être dans les meilleures conditions. Elles ne peuvent le faire qu'en exerçant de façon professionnelle et de mettre l'équité et l'intégrité dans la gestion de l'information. À partir du moment où quelque chose arrive, on a les preuves, on donne l'information, on donne la parole aux personnes concernées, qu'elles s'expriment ou pas, on a fait 90% du travail.
Mais quand on a une information et qu'on la balance sans la recouper, sans faire tout le process qui est nécessaire en journalisme, c'est qu'on est un peu fautif. C'est très peu le cas, mais il faut que ça diminue encore et que notre pays cesse de s'informer via Facebook parce que c'est une catastrophe. Voilà, c'est pas intéressant. C'est pas quelque chose qui puisse... Parce que le problème, par exemple, avec la fermeture des médias, vu qu'on en parle, c'est que ça a donné le pouvoir à d'autres personnes de parler et qui informent d'une manière où eux, il n'y a pas de régulation. Parce qu'on peut pas les bloquer, en fait. Oui, et c'est malheureusement le contre-exemple. C'est-à-dire que, voilà, les journalistes peut-être ne sont pas les plus parfaits, mais ils sont dans un cadre. Ils peuvent être sanctionnés, les médias peuvent être... l'émission peut être suspendue. Il y a tout un protocole. On peut retirer même les permis, puisque c'est arrivé. Maintenant, et les personnes qui s'expriment d'elles-mêmes, qui filment, qui donnent des informations. Et qui sont hyper suivies, on peut rien y faire. Parce que Facebook est dans le téléphone de tout le monde. Donc c'est un double défi d'un côté pour les journalistes, mais aussi pour l'État. L'État, quand on gère l'État, il faut s'attendre à être jugé. J'ai été critiqué pendant 2 ans au Conor. Tous les jours, on m'a critiqué. Mais je suis journaliste et je pense que c'est normal qu'on critique. Mais ce qui me gênait, c'est que des collègues à moi, des journalistes, ne prenaient même pas la peine de recouper une information. Après, je comprends le mécanisme. Quand on a été entretenu, on a voyagé, que tout ça, ça cesse parce que l'association n'a pas les moyens de faire face à cela, on peut être frustré. Mais à partir de là, il faut que les choses se mettent en place. L'État, j'ai vu qu'il y a des forats qui se mettent en place, il y a des plaidoyers, il y a des réflexions. Tout ça va pousser à ce que, au retour de ces médias-là, que les choses soient beaucoup plus tenues. Mais il ne faut pas penser que cela va empêcher qu'il y ait des critiques s'il y a des choses qui sont à critiquer. Ça, c'est pas possible. C'est l'essence même du journalisme que de critiquer. Maintenant, la critique, dans l'entendement du Guinéen, c'est qu'elle est tout le temps négative. Non, la critique peut être positive. La critique, elle va dans les deux sens. Voilà. Il faut juste que le curseur soit mis là où l'information, la vraie, soit donnée, avec l'opportunité pour chacun de donner sa version des choses. Et là, tout le monde est tranquille. C'est vrai. Et toi, c'est quoi ta relation avec le football? Parce que 80% des choses que tu fais, si c'est pas plus, c'est toujours en lien avec le football. Je suis un passionné de foot. Sincèrement, si j'avais pu, j'aurais joué au foot. J'ai fait tout jeune, quand je suis arrivé à Conakry, j'ai commencé le foot. Ça a même un peu perturbé mes premières années à l'école parce que je voulais être professionnel. Je me suis entraîné durement à la cité CBK ou Russal à Matoto. Et cette équipe-là constitue pour moi un exemple. C'est-à-dire que c'était un espoir. C'était un espoir. Le foot, c'est ce qui permet à 70% de nos gamins de rêver, de changer leurs conditions. Moi, en étant à la Fédé, j'ai compris, malgré que je suis un passionné, qu'il faut qu'on arrive à changer cette donne-là, en mettant en place des infrastructures partout dans le pays. Pourquoi il faut mettre des infrastructures partout dans le pays? Un gosse, quand il joue au foot, sur ce moment-là, il se coupe de toute mauvaise idée. Banditisme, cigarettes, drogue, voyage risqué pour traverser la Méditerranée. Imagine que tu aies des infrastructures un peu partout dans notre pays, des terrains synthétiques, des encadreurs qui forment. Tout le monde ne peut pas être footballeur, mais ça encadre. Et la deuxième chose, il faut qu'au-delà du football et du sport, parce que c'est pas que le football, le hand, le basket, le karaté, l'athlétisme, la natation, on a des talents partout, mais on n'a pas d'encadrement, on n'a pas d'infrastructure. Et une jeunesse, si on ne l'encadre pas, si on ne la forme pas, elle devient une arme dangereuse dans les mains de ceux qui peuvent... Voilà, ça peut se retourner contre un État. Donc, l'objectif d'un État, c'est de donner de l'espoir à sa jeunesse, à sa population, mais surtout à sa jeunesse. Quand une jeunesse a de l'espoir, c'est un moteur de développement.
il faut que chaque jeune Guinéen puisse espérer dans sa vie, par ses compétences, par ses capacités, à pouvoir faire quelque chose, à impacter sa vie et celle de sa famille. On est très famille, on est très liés à nos parents. On a envie de les rendre fiers. Comment aider les jeunes Guinéens à ne pas désespérer, à ne pas se lancer dans des projets suicidaires? C'est par la structuration de cette jeunesse-là, par la mise en place d'infrastructures sportives. Quand on construit un lycée, il faut absolument qu'il y ait une infrastructure sportive là-dedans. Même si c'est un terrain multifonction, où on peut faire du hand, du basket, du mini-foot, il en faut. Il faut que le sport devienne obligatoire dans les écoles. Mais quand je vous parle de 120 personnes dans une salle de classe et que vous avez 40 salles de classe dans une école, pensez que le management de cette école-là a la capacité de manager et les coûts et les autres aspects. L'éducation civique aujourd'hui, combien d'enfants savent traverser une route? Tellement que l'État, par rapport à cette situation, est en difficulté, on crée des ponts pour permettre aux gens de traverser à des endroits bien précis. Mais malgré ça, les gens dépassent les barrières pour aller traverser. C'est un problème qui est global. Mais tout part de l'espoir, tout part de la cellule familiale et surtout de ce qu'on se met comme standard en tant que pays. Un enfant guinéen, voilà son standard. Il doit aller à l'école jusqu'à tel âge, il doit pratiquer à l'école des sports. Il doit être encadré. Il faut qu'il y ait un minimum qu'on puisse apprendre avant d'atteindre un certain âge. Comme ça, si on se décide demain d'aller faire un métier, on va dans une école de métier. Puisqu'il y en a beaucoup qui sont en construction dans notre pays. Mais l'encadrement, ces écoles-là doivent, sur les premières années, préparer les élèves à partir directement en entreprise. J'ai une société de BTP, je dois collaborer avec ces entités-là. Les élèves qui arrivent, stagiaires dans un premier temps, et peut-être cadres de mon entreprise dans le futur. Il faut qu'il y ait une chaîne de solidarité de l'État, des privés, mais aussi du tissu associatif. Le football, c'est quelque chose d'important parce que 90% des Guinéens aiment le football. C'est ce qui fait que l'État continue à dépenser là-dessus, même quand il n'y a pas de résultat. Mais aujourd'hui, pour qu'on ait et qu'on soit une grande nation de football comme on l'a été, il faut structurer les formations, le fonctionnement des fédés et aussi les infrastructures. On a des défis comme le stade de Nongo qui doivent être terminés le plus rapidement possible, le stade du 28 septembre, mais il faut qu'il y ait au minimum 1 ou 2 terrains synthétiques par préfecture. Vous, j'ai beaucoup de respect pour votre sous-préfecture. Vous faites des buildings là-bas. Mais vous, à Touba, pourquoi vous ne pensez pas faire un terrain de foot? Parce que culturellement, les enfants qui viennent à Touba, c'est pour étudier le Coran, mais ils peuvent bien étudier le Coran et se défouler un peu. Ça permet de les développer pour qu'ils s'épanouissent. Parce que quand il y a un match, vous voyez bien qu'ils vont regarder parce qu'ils aiment. Il faut qu'on intègre ça. Ça peut même permettre de réduire le taux de déperdition scolaire. Aujourd'hui, pourquoi je demande plus de terrain? Parce que je vais vous demander, avec vos équipes, d'aller au centre technique de Nongo ou sur n'importe quel terrain. De 6h du matin à 22h, ça joue au foot. De 6h, de 8h à 17h, les écoles sont ouvertes. Qui vont dans les stades? C'est les jeunes. Mais à ce moment-là, ils ne sont pas à l'école. Donc on est en train de créer quelque chose qu'on ne pourra pas gérer demain parce que le pourcentage de personnes qui peuvent être professionnelles en Guinée est déjà faible, encore plus faible pour l'extérieur. Même pas 1%. Donc il faut forcément que l'État, à un moment donné, prenne ses responsabilités. C'est vrai que vous aimez le foot, mais il y a une obligation pour aller à l'école, pour faire ça. Et la Fédé, on a expérimenté un projet de la FIFA où on a mis des jeunes qui étaient talentueux à l'école. Les 2 ans que j'ai passés à la fédération, 3 jours sur 7, je passais au centre technique pour exiger des révisions. Qui a été à l'école, qui a chômé. J'en ai renvoyé un certain nombre à cause de ça. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que mon enfant, je peux accepter qu'il soit dans ces conditions-là, qu'il n'aille pas à l'école et qu'il
ne se crée pas un avenir autre que le football. Mais déjà, on a sauté une étape. Comment t'es arrivé à la tête, vice-président de la Fédération guinéenne de football? Je pense que mon profil a dû intéresser la FIFA. Dans un premier temps, je pensais que l'on se renseignait sur moi parce que j'étais journaliste et que j'étais très critique vis-à-vis de ce qui se passait. Donc on m'appelait, on s'entretenait une dizaine de minutes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Avec les responsables de la FIFA? Oui, des cadres de la FIFA qui se présentaient, qui disaient voilà, ils veulent des informations sur cette situation. Mais c'était tellement long, 6 mois. Donc tu ne peux même pas penser que ça peut arriver à ça. Je le sais 3 semaines avant qu'il y a une possibilité qu'il y ait un Conor. La question qu'on me pose, est-ce que si on vous demande de collaborer avec une structure qu'on met en place en Guinée, vous serez disponible? Je dis oui, parce que je connais l'environnement. Mais je ne savais pas que j'allais être membre du Conor ou simple collaborateur externe qui... Voilà. À 4 jours, on m'appelle, écoutez, voilà, une décision a été prise, vous allez être notifié par un courrier officiel. J'étais en ce moment j'étais ambassadeur de Total Energy et de la CAF pour le Trophy Tour. C'est un projet de la compagnie Total qui est sponsor de la CAN. Je faisais la tournée avec la Coupe d'Afrique des Nations dans les 17 pays qualifiés où il y avait la marque. Donc j'ai dit OK et je reçois le courrier qui me dit que je suis membre du comité de normalisation avec le titre de vice-président. Des personnes ont certainement parlé de mon profil. J'ai des amis, j'ai des connaissances un peu partout, notamment Amadou Diaby, qui était ancien vice-président de la fédération. Mais sincèrement, je ne peux pas vous dire exactement ce qui a prévalu. Je ne connaissais parmi les 4 membres que 2. Madame Si, parce qu'elle m'a sponsorisé pour la CAN 2004 en Tunisie. C'est elle qui m'a permis d'aller faire la CAN en Tunisie en tant que journaliste du Lynx, un partenariat qu'on avait mis en place. Et Maître Silla, qui est un ami à moi, qui est avocat au barreau de New York et de Conakry, à qui j'avais parlé de ça, comme ça, vite fait. Et quand on m'a demandé un avocat, j'ai donné une liste d'avocats que je connaissais sur Conakry, dont il faisait partie. Mais M. Diawara, je ne le connaissais pas. Donc c'est quand je suis revenu de ma tournée que je l'ai rencontré, que j'ai vu. Lui, il ne me connaissait pas. Les autres ne savaient pas que j'avais été appelé. Ce n'est jamais quelqu'un qui te dit oui, voilà. Parce que ils peuvent s'entretenir avec toi. Ils se sont entretenus avec peut-être 15-20 personnes pour choisir, au finish, 4 personnes pour faire la mission. C'est ça le truc. Normalement, on pensait être 5 parce que les Conor étaient à 5, mais finalement, on est arrivé à 4. C'est pas plus mal, c'est une expérience, j'ai beaucoup appris de mes collègues. Et c'était en quelle année? C'était en 2019. Quand tu es arrivé à la tête du Conor, il y avait un sacré bordel dans la fédération. Jusqu'à maintenant, ça continue à avoir lieu. Mais ce qui ressort, c'est que vous avez apporté une certaine amélioration quand même. Par exemple, j'ai mon ami Medji qui me disait que lui, par exemple, quand vous êtes arrivé, même les tenues des joueurs, c'était pas la même chose. Il y a beaucoup de choses qui continuent encore. Par exemple, la Guinée, je connais pas bien le monde des fédérations dans le monde, mais je sais que, par exemple, c'est pas normal qu'on paye des joueurs avec du cash, avec du liquide. Et ça, c'est l'un des pays où on voit ça, tu vois, par exemple. C'était comment, toi, quand tu es arrivé? Comment tu l'as vécu? Quand on est arrivé, c'était le fonctionnement. Mais vous savez, une association, elle fonctionne comme elle peut. Il y a des standards qu'on se donne. Nous, quand on est arrivé, M. Diawara est un économiste de haut rang. Maître Silla est un juriste confirmé. Madame Mariam Diallo Satina, ancienne ministre, chef d'entreprise, présidente d'ONG, très influente dans le secteur en Afrique. On a analysé. Moi, ma petite connaissance du foot, on demande. La connaissance juridique, les connaissances juridiques de Maître Silla, les connaissances sur les aspects financiers. Et Madame la Présidente, avec son expérience, on s'assoit, on discute. Quand un dossier est posé, l'intervenant pose le problème et la décision, elle est prise globalement. Quand on est arrivé, il n'y avait pas d'équipementier. Je vous fais une confidence, Seourou est arrivé à notre retour de la CAN. Seourou Guirassy. Il a porté un maillot Massita, le short ne montait pas.
C'était comme un caleçon. Il a expliqué aux membres du staff que lui vient parce qu'il aime son pays, mais qu'il y a des détails qui sont importants pour attirer d'autres personnes. Parce que notre projet, nous, c'était de ramener du monde, de créer une équipe compétitive pour les prochaines échéances. Parce qu'on avait la CAN 2025 à préparer, il fallait qu'on bâtisse une équipe solide qui allait continuer et être compétitive sur la CAN 2025. Donc, nous, on réfléchit, on cherche. Moi, à la CAN au Cameroun, j'avais rencontré les gens d'Adidas et des personnes que je connaissais un peu dans le circuit marketing, parce que je suis marketeur pour la CAF et la FIFA. Je leur dis, Joe, écoutez, je ne peux pas être en Guinée et que vous ne veniez pas. Dans une boutade, les gars m'ont dit, vous vendez combien de maillots? J'ai dit non, ce n'est pas le plus important, mais on est une grande équipe en devenir. On a Naby Keita, on a Seourou, on a Diakabi, on a Moriba, qui sont des potentiels que vous pouvez mettre en lumière. Ils disaient, nous, on veut faire du cash. On vend des maillots, voilà, ou de la visibilité. Qualifiez-vous en Coupe du Monde ou allez en demi-finale de Cannes, on vous signe un sponsoring. Je dis non, trouvons une autre alternative en attendant qu'on ne puisse prétendre à ces choses-là. Donc il me propose, écoute, vois avec tes collègues à la Fédé, comment on peut mettre un mécanisme pour que vous achetiez moins cher que ce qui est sur le marché et on vous fournit, on vous encadre, on vous prépare un contrat pour que dans le contrat on mentionne si vous êtes performant, vous qualifiez en Coupe du Monde ou vous arrivez en demi-finale, on passe automatiquement en sponsoring avec un montant faible et si vous êtes performant en Coupe du Monde, les enveloppes sont prévues dans le contrat. Moi ça m'a intéressé, je suis revenu, on a posé le problème. Ensuite, on avait eu des difficultés avec Massita dans le compte-rendu de la gestion du stock qui avait été vendu, dans les paiements des redevances qu'il devait nous verser, et surtout dans la régularité de la fourniture. Parce qu'une équipe nationale, on ne peut pas livrer une partie, on ne livre pas l'autre. Donc bref, on me dit, OK, contacte-les qu'ils nous fassent une offre. On dit 30%. Je dis non, mais 30%, c'est rien. Ils font 65% de réduction. C'est-à-dire que ça coûtait moins cher que tous les équipementiers. Même si tu vas à Madina pour acheter presque, c'est la même chose. Okay. La facture la plus élevée qu'on a achetée en étant à la Fédé, c'est une facture de 23 000. C'est la première dotation. Toutes les autres factures, c'est 8 000, 12 000, 16 000 quand on est vraiment en rupture. Et pour la CAN 2024, Puma nous a offert 57 000 d'équipements. Parce que c'était écrit dans le contrat qu'on devait finaliser avant notre départ, que voilà, quand on participe à une compétition, ils nous fournissent gratuitement les équipements. Quand la nouvelle Fédé est arrivée, elle a voulu changer. Parce qu'elle estimait... Parce qu'on a des préjugés dans le milieu du football. Dès qu'il y a un deal qui est mis en place, on estime qu'il y a des millions qui ont circulé, qui a mangé quoi, on se renseigne. De fil en aiguille, il se renseigne, il trouve que parmi les top 3, personne ne s'intéresse à la Guinée. Nike, Adidas, Puma a accepté par relation interposée. Donc, c'est vraiment un deal gagnant. Ils tentent d'enlever Puma pour la CAN, mais ils n'arrivent pas parce que les joueurs n'étaient pas d'accord. Et la CAF avait déjà enregistré l'équipementier et il avait validé les équipements. C'est un process qui est un peu long. De fil en aiguille, on reste là. Pour le fonctionnement de la Fédé, on a dit à Kaba, de la sélection Kaba, mets-nous un projet en place, nous on te soutient. Je n'ai jamais été informé des discussions. Quand on a besoin de logistique, on sollicite le ministère pour faire des passeports. Tous les joueurs guinéens qu'on voulait, on est allé faire leur passeport sur place. Avec la collaboration de l'ambassade de Guinée en France, le ministère de la Sécurité, le ministère des Sports. Même Bafodé Diakabi, on a fait les passeports pour toute sa famille. Tout le monde. Ça, c'est pour être plus proche. Les techniciens travaillent, mais derrière, on a mis une logistique en place. Mehdi, justement, dont tu parles, il vient pourquoi? Parce qu'il est directeur de la logistique à UMS. Il sait comment gérer de grosses choses. Imagine que l'État mettait des moyens, on nous mettait un avion à disposition. On quittait l'hôtel, on venait faire 4 heures avant d'embarquer. Quand on est arrivé,
on quittait l'hôtel avec les cartes d'embarquement. Les bagages arrivaient à l'avion au moins 4 heures avant. Tout était prêt. C'est quand les pilotes sont dans l'appareil qu'on bouge de l'hôtel. On vient, on passe la police, les stamps, les tickets d'embarquement, on rentre dans l'appareil. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir des joueurs frais quand vous arrivez en déplacement. Parce que la difficulté du Sili, c'est moins le talent de ces joueurs que toute la logistique qu'il y a autour. On ne se qualifie pas à la CAN parce qu'on avait énormément de déplacements. On se déplace pour venir à Abidjan jouer nos matchs, ça fait 6 heures de vol pour les joueurs. On joue un match. Parce que eux, leur corps, c'est leur outil de travail. Voilà. Pourquoi jouer au Maroc? Parce qu'on n'était pas dans nos installations à Conakry, était le moindre mal. Parce que tu as 2 heures de partout en Europe. 2 heures de vol, c'est différent de 6 heures de vol. Donc, quand tu as fait 2 heures de vol, tu peux arriver et t'entraîner le soir. Mais quand tu avais 6 heures de vol, il faut qu'on te ménage. Donc, ça a impacté les déplacements. On les programmait 3 jours avant le match. On arrive. Ça coûte un peu plus cher, mais ça permet de récupérer une journée, de s'entraîner normalement, de reconnaître le terrain et de s'acclimater. On ne gagne pas à tous les coups, mais ça nous a permis de réussir des coups comme ça. D'aller gagner des matchs qui nous ont permis, in fine, d'être bien en place. Mais quand quelqu'un arrive à la fédération, il a envie de mettre sa main, sa patte, de mettre ses hommes. L'idée, pour nous, c'était de mettre une équipe compétitive, et au niveau de l'administration fédérale, et au niveau des staffs. Ceux qui viennent, ils ont la latitude et la décision de changer. Mais ils doivent changer pour mieux que ceux qui étaient là-bas. Mais si tu changes, tu mets en place quelque chose qui est moins performant pour les athlètes. Aujourd'hui, les joueurs guinéens, par patriotisme, ils ne se sont pas plaints. Mais les conditions étaient exécrables sur ces éliminatoires. Ça ne justifie pas qu'on se fasse éliminer par la Tanzanie, qu'on perde contre la Somalie en éliminatoire ou qu'on fasse match nul contre la Somalie à domicile, ou qu'on perde en Ouganda. T'entends des histoires, franchement, si le public entend ça, tu tombes par terre. Mais c'est pas possible. Nous, on a mis l'équipe dans des conditions telles sorte que les joueurs et le staff, ils sont dans un hôtel. Personne d'autre n'a le droit d'habiter là-bas. Ne fût-ce le vice-président de la fédération ou un membre de la délégation du ministère. Mais depuis l'arrivée de la nouvelle équipe, tout le monde, on se retrouvait avec des influenceurs, avec les joueurs. On a besoin des influenceurs pour donner plus de visibilité à l'équipe. Mais il faut quand même savoir raison garder. En équipe de France, vous avez vu un influenceur rentrer? C'est pas possible. Et pourtant, il y a... Tu ne dois pas avoir accès facilement aux joueurs comme ça. Mais ce n'est même pas possible. Si un joueur est ami avec toi, il peut te donner la possibilité de discuter avec toi. Mais tu ne fais pas ton business sur le dos d'une équipe nationale. Mais ça aussi, c'est une question de perception et de compétence. Il faut savoir que quand l'équipe est dans un environnement sécurisé et qu'ils sont tranquilles, ils se concentrent mieux sur les matchs. Mais s'il y a 40-60 personnes qui se promènent permanemment autour d'une équipe, elle ne peut pas être performante. Même la question avec Kaba Diawara, le fait qu'il a été licencié, c'est bizarre parce qu'en fait, il a été licencié par rapport à, comment on appelle ça, le trophée là qu'ils ont fait? Les JO. Les Jeux Olympiques, mais dans aucune sélection, normalement, c'est le sélectionneur principal qui va aux Jeux Olympiques. Il n'avait pas ses joueurs, il avait peut-être 20% de ses joueurs, et il a perdu ses matchs et on l'a viré pour ça. Je vais te dire la vérité. Kaba, quand on est arrivé, il était intérimaire. Mais nous sommes arrivés le 21 novembre, je pense, et la CAN, c'était en début janvier. Il n'y avait aucune possibilité matérielle de faire autrement que de lui donner la confiance. Sur la CAN au Cameroun, on avait des manquements, parce qu'on venait d'arriver, mais Kaba nous a montré qu'il était patriote et qu'il avait envie de faire quelque chose avec cette équipe. La compétence, on l'acquiert sur le temps. Ici, en Guinée, on donne beaucoup de possibilités aux jeunes Guinéens d'avoir des responsabilités au niveau de l'État. Au niveau des techniciens, il faut qu'il y ait la même politique. Il faut qu'on forme nos anciens footballeurs à prendre le relais, mais il faut qu'on leur fasse confiance. Faire confiance, ça ne veut pas dire que tu as toute la latitude. Kaba, à la sortie de cette CAN-là, tout le monde était satisfait de son travail. Franchement, l'équipe de Guinée a été éliminée. Et ça, le public ne le sait pas parce qu'on a été victime d'empoisonnement avant le match contre la RDC.
14 joueurs sont tombés malades, avec des diarrhées aiguës. On a même perdu un de nos collaborateurs qui était kiné en équipe nationale à cause de ça. Je n'étais plus à la Fédé, mais c'est une réalité. Mais l'information n'est pas sortie parce que la fédération a voulu garder cette information à son niveau. Kaba finit la CAN, on revient, les autorités sont contentes de lui. L'ancien président décide de démembrer son staff technique parce que Kaba fonctionne avec une équipe autour de lui. Il s'en prend à ces gens-là pour affaiblir Kaba. Mais Kaba ne réagit pas. De fil en aiguille, il lui propose à la dernière minute d'aller au JO parce qu'il faut sauver le pays. Celui qui est là-bas n'est pas compétent. Mais écoutez, ça ne fait pas partie des prérogatives de Kaba. Il coordonne toutes les sélections parce qu'il est le sélectionneur de l'équipe A, mais il n'est pas obligé d'aller là-bas. Il part, il perd ses matchs. C'est contre l'équipe de France qui finit finaliste face à l'Espagne, contre la Nouvelle-Zélande et contre une équipe de haut niveau de l'Amérique du Sud. Avec 30% de ses joueurs. C'est même pas, c'est pas son équipe. Il y avait 3 joueurs qui étaient là d'un certain âge. Écoute, partout on n'aime pas la défaite, encore plus en Guinée. Donc les émotions aidant et l'envie du président d'avoir la même mise sur le fonctionnement sur la sélection, il pousse à cette crise-là en poussant les autorités à accepter sa décision et en venant dire à ses collaborateurs que la décision vient de la présidence. La présidence ne décide pas pour un sectoriel. Tu proposes ta décision, eux t'écoutent avec tes arguments, ils te disent, écoute, si tu penses que c'est ça la solution, vas-y là-dessus. Mais la décision, elle arrive dans un timing de moins de 2 mois du début des éliminatoires de la CAN. C'est là où c'est catastrophique. Parce que quand tu mets un coach en place, il faut qu'il ait le temps de travailler, de rencontrer les joueurs, d'élaborer sa stratégie. Et tu ne mets même pas un coach, tu mets 4 coachs. La première fois qu'on l'a fait en Guinée, on n'a pas été qualifié. Et la deuxième fois qu'on le met en place, même chose. La même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la volonté était d'éclater, de mettre des gens à soi qui vont être ton relais dans les décisions. De pouvoir mettre des noms de joueurs. Ce n'est pas le défi d'un président de fédération ou d'une fédération. Le défi, c'est structurer la chose de telle sorte que l'équipe soit dans les meilleures conditions. Après, quand tu prends une décision de limogeage, tu ne te poses pas de question. Est-ce que je suis responsable de quelque chose? Le staff reçoit tout ce qu'il demande. Les joueurs sont dans les meilleures conditions. Donc, obligatoirement, tu as la possibilité d'être exigeant. Mais si toi-même, tu te mets à interférer dans le travail des gens, tu ne peux pas être impactant. Et ça pénalise le pays. C'est dommage que la Guinée, parmi 24 nations en Afrique, ne puisse pas aller à la CAN. C'est grave même. C'est très grave. Surtout pour l'effort qui est fait par l'État. Pour la passion des Guinéens. On ne peut pas accepter ça. Parce que le sommet de l'État, eux, ils se sont battus, ils se sont vraiment impliqués. Et malheureusement, ce n'est pas leur secteur. C'est des gens qui sont volontaires, qui ne lésinent pas quand c'est pour l'équipe nationale, quand ça arrive, que ce soit le président, le Premier ministre ou le ministre, il est obligé d'agir. Parce que lui-même, c'est un supporter du Sili. Mais il faut que tout soit raccord. Et pour que tout soit raccord, il faut que des gens acceptent qu'on gâte leur nom. Nous, quand on était là-bas, on a dit qu'on a fermé l'équipe aux gens. Mais on ferme l'équipe pourquoi? Pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Si tu demandes à un athlète, à 3 jours d'un match important, est-ce qu'il a besoin d'une visite? Est-ce qu'il a besoin que quelqu'un lui demande un maillot ou lui demande 100 €? Il n'en a pas besoin. Il a besoin de se concentrer, de regarder des vidéos, de discuter avec ses amis dans un environnement où ils sont entre eux. Et au-delà de ça, au-delà de ça, je le dis souvent ici, hein, que ce soit pour un État, un ministère, une entreprise, l'une des choses les plus importantes, c'est l'image que tu renvoies. Et Kaba a réussi quand même à renvoyer une certaine image à l'international et même au niveau des Guinéens, qui fait que ça a réussi à attirer des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, quand tu leur demandes aujourd'hui, ils te diront que moi, c'est grâce à Kaba Diawara que je suis venu en équipe nationale. Il les a démarchés avant même de devenir sélectionneur. Ça, c'est à son crédit. Moi, je suis l'une des personnes qui a démarché Kaba Diawara en France lors de mon premier séjour pour qu'il accepte de jouer pour la Guinée. C'est aujourd'hui que je le dis. Kaba Diawara, je suis allé jusqu'au camp des loges, en Saint-Germain-en-Laye là-bas.
en transport en commun, je suis allé le voir, j'étais jeune journaliste au Lynx, j'ai dit, Kaba, écoute, tu ne peux pas ne pas jouer pour ton pays. Il a joué une compétition, mais il en est fier. Et quand il est venu, il a fait la même approche. Seourou, il l'a vu à plusieurs reprises. Mokhtar, à plusieurs reprises. Tous les joueurs là. Moriba a laissé l'équipe d'Espagne pour jouer pour la Guinée. Alors qu'il avait un grand avenir promis devant lui. Il a le potentiel pour y jouer. Même s'il n'est pas titulaire tous les matchs, mais il peut jouer avec l'équipe d'Espagne. Mais ça se Même Serhou Guirassy, s'il n'était pas venu en sélection, aujourd'hui, il serait en équipe de France. Mais il n'a pas de regret parce que c'est le pays de son père, c'est là où il va finir ses jours. Nous, notre devoir en tant que responsable associatif, c'est de créer les conditions là, de mettre un staff qui travaille. C'est pas à nous d'aller faire les équipes, c'est pas à nous d'aller gagner les matchs. À la rigueur, si un avion arrive en retard ou il y a des problèmes logistiques, on peut nous incriminer. Mais le reste, c'est pas notre travail. Mais à partir du moment où tu commences à dire « Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec la sélection de tel ou de tel », tu t'impliques. Et ce n'est pas ton rôle. Parce que toi, ton travail à la Fédé, ce n'est pas quelqu'un qui t'appelle à la présidence pour te dire « fais ça », ou au ministère. Quand tu demandes qu'on te loge ton équipe en 5 étoiles, on les loge. Mais frère, fais ton taf. Malheureusement, chacun a une perception qui est différente. Il y en a qui ont pensé qu'ils étaient des superman en arrivant à la fédération, alors qu'à la fédération, tu es au service des autres associations et des différentes structures avec lesquelles tu travailles. C'est tout. Après, depuis, le président de la fédération, il a sauté. C'est logique, il y a une démocratie, il y a des textes. C'est ce que je t'avais expliqué. L'autre fois, c'est ce qui s'est passé. C'est parce que la démocratie à l'interne fonctionne maintenant. Il n'y a personne qui va décider tout seul du fonctionnement d'une fédération. De dépenser des milliards au nom d'une fédération sans que même tes collègues du COMEX ne soient au courant. Écoute, quand on est dans une association, si on veut décider tout seul, on crée sa société, on va dans le privé, on fonctionne. Mais on ne peut pas représenter une fédération, c'est-à-dire des centaines d'associations, et dire que oui, toi tu ne consultes pas quelqu'un. Et tout ça maintenant en termes d'image encore, ça ralentit même d'autres joueurs de vouloir venir, parce que maintenant on a beaucoup de talents quand même guinéens qui sont à l'extérieur, mais les histoires qu'ils entendent, ça les motive pas. Si on avait continué sur la progression que le CONOR avait laissée, si on avait laissé Kaba continuer sur son projet, ou même après le départ de Kaba, une certaine continuité, on n'aurait pas eu cette cassure-là. Maintenant, elle est arrivée, il faut la corriger rapidement. Il y a la possibilité de mettre en place rapidement un projet avec un coach et un staff, avec des indications assez claires. Les stades seront terminés d'ici là. On a 2027 en ligne de mire. On termine ces éliminatoires-là, on bâtit une équipe solide. C'est pas qu'on ne peut pas tomber. Mais quand tu tombes, il faut te relever et apprendre de cette erreur-là. Donc, le Chili et la Guinée, la fédération, même le ministère et l'État guinéen doivent apprendre de ça. Il faut que l'État, à un moment donné, conditionne son assistance aux fédérations par des fonctionnements qui soient standardisés. On ne peut pas demander des déplacements, des fortunes, et ne pas être exigeant par rapport à des résultats. C'est vrai. Les résultats en matière de sport sont aléatoires, certes, mais il faut quand même qu'il y ait la manière. La manière dont ça s'est passé sur cette année-là, ou les 2 ans qui ont suivi là, ne sont pas bonnes. Depuis la CAN, on a capitalisé, on a fini parmi les 7 meilleures équipes africaines. Et aujourd'hui, on n'est pas parmi les 24. C'est quand même curieux. Quelqu'un est venu tout démolir pour son ego. Mais comment c'est possible dans un État? Non, ce n'est pas possible. Avec un joueur qui a été 2e ou 3e au Ballon d'Or africain quand même. Voilà. C'est dommage. Mais encore une fois, moi, mon message, c'est l'espoir. Parce que ces résultats-là, c'est quelque chose qui ne donne pas de l'espoir. Mais à partir du moment où on a perdu, où on sait qu'on n'est plus qualifié, ça ne sert même à rien de faire des recours. Les recours n'ont aucune importance. À partir du moment où tu perds 2 matchs face à un adversaire, par décence, la Guinée que je connais, celle qui a dit non à la France, ne peut pas aller pleurer pour un résultat sportif. On n'a pas été performant, on n'a pas tout fait comme ça se devait, on doit se concentrer sur les futures échéances. Et tu penses que maintenant ça peut aller mieux? J'espère. C'est
tout ce que je souhaite, parce que ceux qui sont là et les associations autour de la fédération vont comprendre qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. L'État ne va pas continuer à leur donner des chèques en blanc. Il faut qu'ils aient des résultats, il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils poussent l'État à investir encore plus dans les infrastructures. Et cela, ça passe par des résultats et la satisfaction de l'opinion guinéenne. Ok. Du coup, on va essayer de revenir un peu sur ton parcours quand même. Il y a une chose qui est super importante, surtout en Guinée, quand tu veux évoluer vite, c'est le réseau que tu arrives à créer. Toi, comment tu arrives à développer ton réseau à chaque fois, à évoluer? À partir du moment où tu es journaliste, déjà, tu as un cercle beaucoup plus large. Hein? Même si tu es dans un secteur défini, ça te permet d'avoir accès plus facilement. Moi, mon cercle, je le définis par rapport aux activités que je mène. Le sport, j'ai des liens. Mais mon métier, j'ai eu un parcours avec beaucoup d'amis avec lesquels je garde des rapports. Dans le travail au quotidien de mon entreprise, je cherche à avoir une relation d'affaires avec quelqu'un qui peut me servir de relais. Je te fournis par exemple des gadgets de qualité. Et ces gadgets de qualité-là que tu utilises, les gens s'interrogent auprès de toi. Ah oui, mais qui t'a fait ça? Donc, toi, tu ramènes ces personnes-là vers moi. En fait, c'est mon réseau professionnel qui fait commercial pour moi. Et pourquoi on doit être exigeant? Parce que on peut exécuter un petit marché, mais tellement qu'il est bien fait, il nous ramène des centaines et des milliers de marchés. Mais ça, c'est l'exigence. Connaître quelqu'un ou avoir accès à lui ne te donne pas la possibilité de travailler avec lui. C'est vrai. Il faut que quand tu arrives vis-à-vis de ton interlocuteur, qu'il ait le besoin de toi, que tu crées le besoin. Ce n'est pas lui qui a besoin de toi, c'est toi qui crées le besoin et tu trouves la solution à son besoin. Tout de suite, par ton réseau. Et c'est là où ton réseau, il est utile. On peut t'appeler pour par quelque chose. Aujourd'hui, je peux affréter un avion en moins de 24 heures. De partout. Parce que quand je faisais le Trophy Tour, j'assurais la logistique. J'ai un répertoire là-dessus. J'ai des amis qui sont dans le voyage. Ils ont un répertoire là-dessus. Si je dois sécuriser un événement, organiser un événement, je connais les agences qui sont les mieux indiquées là-dedans. J'ai des liens fraternels avec beaucoup de spécialistes. Quand je dois aller vers un joueur, j'ai des amis journalistes à l'étranger qui connaissent des gens dans les staffs. Donc, le réseau, il se construit par ta compétence, dans un premier temps, mais tes relations professionnelles. Tu fais une activité avec quelqu'un, il est satisfait, sois-en sûr, il va dire à d'autres personnes. Donc, ton premier réseau, c'est tes capacités à produire ce que le client attend de toi. Une fois que ça c'est fait, ton réseau te sollicitera pour X ou Y ou pour telle personne. Il faut que la même implication que tu mets pour un milliardaire, que tu le mettes pour quelqu'un qui te recommande, qui est modeste. À partir du moment où tu acceptes de travailler et d'être un prestataire, c'est ça la condition. Ouais, je pense que tu as parfaitement expliqué. J'ai failli intervenir au début parce que quand tu as parlé du journalisme, moi je ne suis pas journaliste, mais en Guinée, beaucoup de gens ont tendance à penser que quand tu es connu, c'est fini, toutes les portes sont ouvertes. Et toi, par exemple, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas pu faire ce que tu as fait parce qu'en fait, si tu veux, quand tu crées du contenu où tu es journaliste, où tu es visible, même en tant qu'artiste ou footballeur, ça permet seulement de mettre la lumière sur toi. Mais si tu es médiocre, la lumière, là, ça va attirer la médiocrité sur toi. Voilà. Maintenant, si tu fais du bon travail, ça va attirer la lumière sur ton bon travail. Exactement. Et donc, c'est pour ça que l'exigence première, elle est vis-à-vis de toi. Moi, je conseille à beaucoup de jeunes entrepreneurs qui parlent avec moi de ne pas mettre en avant les contrats. Je t'explique simplement. Tu prends un contrat alors que tu n'as pas l'expérience requise pour l'exécuter. Tu te tires une balle dans la tête. Il m'est arrivé de prendre des contrats pour faire plaisir à un ami, pour l'aider, mais après, je me retrouve en difficulté. Mais tu es obligé de prendre sur toi.
d'exécuter le contrat comme ça se doit. C'est ton image. Parce que demain, on va voir ça et ça va impacter ton image. Il y a des clients qui viennent, qui t'appellent, oui, fais-moi ça rapidement, voilà, je ne veux pas, ne complique pas. Mais c'est une erreur. Parce que le rendu, lui, il ne sait pas ce qui va être le rendu. S'il voit le rendu, il ne va pas être content. Et pourtant, il t'a dit, non, ne complique pas. Parce que ce n'est pas un professionnel de la chose. Quand il te le dit, prends le temps de lui expliquer, ce n'est pas l'argent, le montant qui est en jeu qui importe. C'est le rendu que tu dois avoir. C'est comment tu peux mettre ça en œuvre. Par quelle structure tu passes, comment tes équipes sont outillées pour faire ça ou pas. Si tes équipes ne sont pas outillées, tu renonces. Parce que renoncer à un contrat, c'est préserver des centaines de contrats. C'est vrai. Mais mal exécuté, ça t'amène dans tous les problèmes. C'est vrai. Et il faut que cette mentalité-là s'instaure partout. Parce que les gens, ils cherchent juste un contrat, ils l'exécutent mal, tant pis. Mais les ressources que tu gagnes dans ce contrat-là, ils vont s'épuiser. Les ressources-là, elles s'épuisent et puis tu fais quoi? L'argent, ça finit. Tu repars vers la personne? Non, parce que tu as mal fait son travail. Tu fais comment maintenant? C'est vrai. Il faut qu'on forme nos jeunes. Encore une fois, il faut qu'on leur donne de l'espoir. Il faut qu'on leur donne des standards. Moi, je suis content quand mon pays se donne un standard, qu'on se dise oui, ici, c'est ça. On ne prend pas en dessous de ça. Parce que l'excellence, c'est ça qui nous pousse à nous performer. On voyage beaucoup. On a la chance là de voyager partout. Quand on voyage, ce qu'on voit chez les autres, c'est ce qu'on veut avoir chez nous. On n'a pas les moyens, les gros moyens. Mais tout ce qu'on doit faire, il faut que ça entre dans cette philosophie-là. C'est vrai. Parce que quand il faut faire une infrastructure et la refaire 2 ans ou 3 ans après, c'est qu'elle n'a pas été bien faite. Il faut bien faire les choses et passer à autre chose. Un investissement fait une fois sur 10 ans, 15 ans, ça rapporte plus qu'un investissement que chaque 2 ans, tu es obligé de revenir là-dessus. C'est vrai. Donc, c'est cette philosophie-là que j'ai et c'est celle-là qui me motive. Ok. Et du coup, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Si on doit faire des bénédictions tout de suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon, ça, je t'avais déjà dit que je vais demander les bénédictions parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je suis très croyant. Je vais demander la santé pour moi et mes proches. Je vais demander la paix pour mon pays, la stabilité. Et je vais demander que Dieu m'amène là où je peux être utile à mon pays et à ma communauté. Je suis un musulman croyant, j'ai foi en Dieu. Je pense que tout arrive au bon moment. Mais on doit être prêt à accepter les choses. On doit être prêt à relever les défis et à être préparé. Donc, dans ce sens-là, moi, je suis à la disposition de la jeunesse et du sport pour, modestement, de mon petit vécu, driver un certain nombre pour qu'ensemble, nous soyons exigeants pour notre pays, pour imposer des standards élevés. Ok, c'est tout ce que je te souhaite alors. Il y a beaucoup de jeunes comme toi qui sont partis de rien, qui rêvent un jour d'accomplir quelque chose. C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner, toi? Il faut rêver, mais surtout savoir que le rêve, pour le réaliser, il faut travailler. Le rêve est important. L'espoir, le rêve. Mais entre le rêve, l'espoir et la réalité, il y a cette marche de travail, de rigueur qu'on s'impose pour réaliser ses rêves. Et c'est ce que je souhaite à mon pays, à ma jeunesse, à mes sportifs, aux gens des associations. Il faut qu'on rêve, qu'on soit réaliste, qu'on donne de l'espoir aux jeunes et qu'on soit exigeant. Parce que sans exigence, on ne peut pas être performant. Le sport de haut niveau, c'est l'exigence. L'entrepreneuriat, c'est l'exigence. Tu ne dors pas beaucoup, tu es impliqué, tu es obligé d'être là. Tes équipes, tu dois leur faire confiance, déléguer. Mais il faut qu'elles sachent ce qui doit être fait. C'est extrêmement important. Donc, c'est mon mot de la fin avec
beaucoup de plaisir. On a beaucoup reporté ce podcast, mais Dieu a décidé qu'aujourd'hui, avant que je ne fasse un voyage important dans ma foi, que je puisse le réaliser. Je tenais à te remercier pour ta patience et surtout cette grosse opportunité pour que les Guinéens puissent découvrir quel est le parcours de Sega Diallo. Merci beaucoup et que Dieu accepte ton hajj aussi. Amin Allah. Je suis très content d'avoir fait ce podcast aussi. Je sais que ton parcours va servir à inspirer beaucoup de gens. Donc, je te remercie pour ça. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt. À très bientôt. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00224 627 94 25 59. Le 00224 627 94 25 59.